Eh bien bonsoir à tous, il est 22 h et vous êtes bien sûr en direct sur Public Sénat pour cette dernière édition de la saison. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 26 juillet 2012. Il a suffi d'un mot de Mario Draghi pour redonner du souffle au marché. La BCE qu'il préside fera son devoir en aidant les pays en difficulté. Ce soir, les bourses retrouvent du tonus et l'Europe respire un peu mieux. Bernard Cazeneuve, le ministre délégué aux Affaires européennes, sera l'invité de ce journal. Des plans sociaux qui s'accumulent sur le bureau déjà bien chargé d'Arnaud Montebourg. Le ministre du redressement productif se dit préoccupé par les menaces de suppression d'emplois chez Alcatel. Demain, François Hollande se rendra chez le sous-traitant automobile Valeo, en région parisienne. Et puis, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui entend poursuivre la politique de démantèlement de camps roms initiée par Claude Guéant et Nicolas Sarkozy. Ce sera le débat de notre 22 h. Le sida, c'est 30 millions de morts depuis maintenant 30 ans. Aujourd'hui encore, la maladie emporte 1,5 million de personnes par an. Et pourtant, et c'est ce que disent les chercheurs actuellement réunis à Washington pour la conférence internationale sur le sida, eh bien les médicaments actuels permettraient d'envisager la fin de la pandémie. Une étude française dévoilée ce soir va dans ce même sens d'espoir. François Goulin. C'est une des avancées les plus marquantes de ces 10 dernières années et elle est française. Elle a été présentée lors de cette 19e conférence internationale sur le sida. L'étude, dévoilée par les chercheurs français, a été menée sur 15 patients qui ont reçu un traitement antiviral dans les premiers jours de leur infection, puis qui l'ont arrêté. Plusieurs années après, les traces du virus ont quasiment disparu de leur organisme et leurs globules blancs ont retrouvé leur niveau normal, une petite révolution pour le monde médical. C'est une avancée significative parce que, disons que tous ceux qui travaillent par exemple sur le vaccin thérapeutique aimeraient bien obtenir la même chose. Donc c'est aussi une percée très importante. D'abord, ça veut dire que des patients peuvent rester avec du virus très longtemps, sans traitement, sans évolution, mais à condition que le traitement ait été initié tôt. Ça veut dire qu'on a vraiment empêché la progression vers le sida. C'est très significatif comme progrès. En parallèle, d'autres chercheurs ont dévoilé les derniers essais cliniques du vaccin contre le VIH. Au total, près de 40 travaux de recherche étaient dédiés à la guérison du sida. Un scénario qui n'a jamais semblé aussi proche, 30 ans après la découverte du virus. La discussion budgétaire au Sénat où le gouvernement a réussi à convaincre sa majorité de ne pas alourdir encore les droits de succession. C'est finalement le texte initial qui prévoit un abaissement de l'abattement sur les droits de succession en ligne directe qui a été adopté, ou plus exactement, qui aurait dû être adopté. Mais c'était sans compter sur un incident technique de séance peu banal. Un faux pas sénatorial sur lequel revient Mounir Soussi. Jubilation sur les bancs de la droite, embarras à gauche. À la surprise générale, le Sénat a abandonné une mesure phare du projet de réforme sur les droits de succession. À l'origine de ce cafouillage, l'erreur d'un élu écologiste. Censé voter au nom de tous ses camarades, ce sénateur élu en septembre 2011 a commis une faute de procédure. Je ne me suis pas trompé de couleur de bulletin. Il fallait que je mette 12 bulletins et j'en ai mis un, pensant que celui-là représentait l'ensemble du groupe tout simplement. Voilà, donc je l'aurais appris aujourd'hui. La prochaine fois que ça m'arrivera, je ne me tromperai pas. Finalement, ce couac n'aura pas de conséquences sur la réforme des droits de succession. Fait rare mais pas inédit, le gouvernement a demandé un second vote où la majorité va pouvoir rectifier le tir, ce qui rend les sénateurs PS plus indulgents. De tels incidents de procédure sont assez fréquents. La procédure parlementaire n'est pas simple. Les débats vont quand même assez rapidement. Les votes se succèdent. Et il peut arriver qu'un collègue qui n'est pas expérimenté se trompe. Pendant que la gauche minimise, l'opposition, elle, ironise. Je pense que le gouvernement va naturellement demander une deuxième lecture. Mais ça en dit long sur le fait que, vous savez, même parlementaire, ça ne s'improvise pas. Cet épisode a le mérite de rappeler la fragilité de la majorité au Sénat, où la gauche ne dispose que de 6 petites voix d'avance. On a beaucoup parlé de PSA ces jours derniers. C'est vrai qu'ils étaient redoutés, ces plans sociaux. La campagne électorale passée, ils continuent de s'accumuler sur le bureau d'Arnaud Montebourg. Dernier dossier en date, Alcatel, qui entend réduire fortement, massivement, ses effectifs mondiaux. Le ministre du redressement productif se dit d'ores et déjà préoccupé. Sandra Cerqueira fait le point sur ces nuages qui assombrissent désormais l'horizon industriel du pays.
Les restructurations touchent quasiment tous les secteurs, et ce alors que le chômage continue d'augmenter. En plus de l'annonce de la suppression de 8000 postes par PSA, d'autres plans sociaux pourraient compliquer la tâche du gouvernement à la rentrée. Le groupe français Alcatel-Lucent annonce aujourd'hui la suppression de 5000 postes dans le monde d'ici fin 2013, en raison d'une perte de 254 millions d'euros. L'équipementier en télécommunications n'a pour l'instant pas précisé l'impact de ce plan sur la France. Même scénario dans les transports, Air France prévoit de supprimer 5122 postes. Enfin, dans l'agroalimentaire, une nouvelle offre vient d'être trouvée pour le groupe Doux, menacé de faillite. Son patron a annoncé aujourd'hui l'entrée au capital de la banque Barclays, un plan qui, d'après la direction, permettrait de sauver une partie des 3400 salariés, mais les syndicats restent sceptiques. Au total, avec la multiplication des plans sociaux, 80 000 emplois seraient menacés. Bernard Cazeneuve sera notre invité dans quelques instants. Le ministre des Affaires européennes qui nous a accordé un entretien en fin de journée s'est évidemment réjoui des propos rassurants de Mario Draghi. Le président de la BCE, l'espace d'une petite phrase, a réussi à enflammer les bourses européennes et à rassurer une Europe bien fébrile ces derniers temps. Elisa Bertolomé. Aux grands mots, les grands moyens. La situation financière de l'Espagne et de l'Italie ne pouvait pas laisser la Banque centrale européenne indifférente. Alors, son président Mario Draghi l'a affirmé, la BCE est décidée à s'engager. La BCE est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour préserver l'euro. Et croyez-moi, ce sera suffisant. Mission de la BCE donc, assurer la pérennité de l'euro et empêcher la crise financière de se propager. Mais la manière d'y parvenir reste floue. Réaction immédiate des bourses européennes, plus 5% pour Madrid, plus 4,13% pour Milan, plus 3% pour Paris. Même les taux d'emprunt espagnols et italiens ont diminué significativement. Comme les marchés financiers, Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, a accueilli cette déclaration de manière positive. La Banque centrale européenne, pour le dire autrement, en toute indépendance, a évidemment un rôle à jouer dans la consolidation de l'ensemble du système, dans la mise en œuvre des conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin. Des conclusions qui n'auront guère été suivies des faits. Depuis le dernier sommet européen, les membres de la zone euro se sont peu mobilisés. En attendant, la BCE joue les pompiers. Bonsoir Bernard Cazeneuve, Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ministre délégué aux affaires européennes et l'Europe respire un peu mieux aujourd'hui. On vient d'entendre dans le reportage les déclarations de Mario Draghi, le président de la BCE, la Banque centrale européenne, qui se dit prête à intervenir. Mais finalement, ce soir, chacun se réjouit, mais c'est une décision presque d'urgence ce soir. Mais nous sommes dans la volonté de faire en sorte que face à la spéculation, face au taux d'intérêt qui augmente et qui obère les capacités de redressement d'un certain nombre de pays qui font des efforts, nous puissions unir nos efforts de manière à faire en sorte que nous indiquions au marché la volonté que nous avons de juguler la spéculation. C'est dans cet état d'esprit que nous avons, à l'occasion du sommet du 29 juin dernier, pris un certain nombre de dispositions concernant tout d'abord la supervision bancaire pour remettre de l'ordre dans le système bancaire. J'entendais dans le reportage que les pays de l'Union européenne ne faisaient rien. Ils ont pris cette disposition et dans la foulée, les institutions européennes, la Commission, a commencé notamment à travailler à la mise en place effective de cette supervision bancaire. Cette supervision doit permettre l'intervention du mécanisme européen de stabilité financière en recapitalisation directe des banques, ce qui permettra aux États de ne pas avoir à intervenir directement en se finançant sur les marchés dans les conditions que l'on sait. Et la Banque centrale européenne, en toute indépendance, comme vient de le dire Pierre Moscovici, ministre des Finances, joue son rôle. Et on voit que cette mobilisation générale de l'ensemble des acteurs européens permet aujourd'hui d'avoir une situation de marché plus saine. Alors, Mario Draghi a dit également d'autres choses. Il a rappelé fortement, d'ailleurs, le credo de la BCE, à savoir qu'elle ne peut pas tout faire non plus, et que ce sont aux États de faire eux-mêmes les efforts nécessaires, en particulier en matière budgétaire. Est-ce que vous êtes aujourd'hui absolument convaincu qu'il faut rectifier ce pacte budgétaire européen? Mais ce que nous avons indiqué avec François Hollande pendant la campagne présidentielle, et c'est ce que nous nous employons à mettre en œuvre, c'est que le traité budgétaire, sans un ensemble d'autres mesures qui permettent la réorientation de la politique européenne, n'est pas la bonne solution. Il faut la discipline budgétaire. Le traité européen
porte un certain nombre de dispositions qui permettent cette discipline, mais sans la croissance, ce traité n'est pas souhaitable. Nous avons obtenu une réorientation de l'Europe sur le chemin de la croissance. C'est 120 milliards d'euros qu'appellent 120 milliards d'euros d'investissement privé. C'est donc des mesures significatives qui permettront, sur les grands sujets de demain, les grands investissements stratégiques, la croissance verte, la réorientation énergétique, la possibilité de connecter les grands réseaux d'acheminement de l'énergie en Europe, de faire des investissements structurants. Alors François Hollande souhaite l'adoption par le Parlement de ce pacte budgétaire européen et on le sait, l'aile gauche du Ce que nous souhaitons, c'est l'adoption par le Parlement d'un paquet de mesures dans lesquelles il y a la discipline budgétaire, le pacte de croissance, la supervision bancaire pour remettre de l'ordre dans le système bancaire, la taxe sur les transactions financières pour réguler les marchés et permettre à cette taxe de financer à la fois le développement et éventuellement les ressources propres de l'Union européenne. Et c'est voilà avec le ces paquet arguments global que l'on présente, qui composent ce paquet global que vous évoquez, que vous allez réussir à convaincre l'aile gauche du Parti socialiste, qui est très réticente à voter ce texte. Moi, je tiens à dire ce que nous avons vécu au cours des dernières semaines sous l'impulsion du président de la République. Le président de la République a indiqué qu'il n'entendait pas présenter ce texte à la ratification s'il n'y avait pas une réorientation de la politique de l'Union. Cette réorientation a été engagée à travers l'ensemble des mesures dont je viens de parler. Cet ensemble de mesures ne constitue pas un solde de tout compte. Il y en a d'autres qui doivent venir. C'est l'objet de la discussion que nous avons avec l'équipe de Herman Van Rompuy pour faire en sorte que nous puissions renforcer encore l'union bancaire avec un système de résolution des crises bancaires, avec la possibilité de garantir les dépôts, de conforter encore les instruments monétaires dont nous disposons en allant jusqu'à la mutualisation d'une partie de la dette à terme. Et tout cela peut justifier d'un processus d'intégration politique supplémentaire. Donc ce que nous avons obtenu, qui est une réorientation de la politique de l'Union, doit être approfondi, consolidé. Pouvez-vous imaginer que des voix socialistes manquent sur l'adoption de cet ensemble de mesures que vous évoquez? Il est normal que sur des sujets de ce type, il y ait un débat. On ne peut pas refuser au Parlement que les gens qui ont une responsabilité parlementaire, les députés, les sénateurs, discutent, débattent. Ce que j'espère, c'est que la conscience que nous avons de l'enjeu européen, de la nécessité d'apporter un soutien à des pays dont les peuples souffrent de l'austérité et qui appellent encore une fois d'autres étapes, permettra à chacun de comprendre que si on veut les autres étapes pour épargner les peuples d'une austérité qui pourrait se développer à perte de vue, il faut consolider l'étape que nous venons de franchir. Un mot peut-être sur le plan de relance de la filière automobile qui a été annoncé hier par le gouvernement, un système de bonus-malus avec également des aides aux constructeurs. Est-ce que ce plan est euro-compatible? Est-ce qu'il ne fausse pas quelque part la libre concurrence européenne? Je ne crois pas. J'ai rencontré moi-même un certain nombre de responsables européens avant-hier, avec lesquels j'ai évoqué ce plan. Hier, de hauts fonctionnaires français étaient à la Commission pour bien expliquer la démarche qui était la nôtre, la volonté qui était la nôtre d'inscrire ce plan non seulement dans l'eurocompatibilité, mais dans les perspectives de politique industrielle qui ont été tracées par l'Union européenne et qui visent d'ailleurs à faire émerger le véhicule de demain, le véhicule propre. Et par ailleurs, tout ce que nous demandons en termes de réciprocité sur le plan commercial ou en termes d'accompagnement de la politique d'innovation appelle la mobilisation des outils existants de l'Union. Est-ce que votre collègue gouvernement Arnaud Montebourg a eu raison de montrer du doigt les accords passés entre l'Union européenne et les constructeurs automobiles coréens en particulier? Mais ce que dit Arnaud Montebourg est extrêmement précis et tout à fait utile à la fois à l'Union européenne et à l'industrie automobile européenne et française. Il a dit les accords commerciaux qui sont passés doivent fonctionner sur le principe de la réciprocité. Et quand nous ne sommes pas garantis de la réciprocité et de l'équilibre des accords qui sont passés, nous pouvons enclencher un processus dit d'enquête préalable qui permet de mesurer l'exact impact des accords passés sur les industries des pays concernés par ces accords. Et si l'enquête préalable montre qu'il y a un problème, alors on peut, dans un second temps, déclencher une procédure de sauvegarde. C'est donc une démarche extrêmement pragmatique qui garantit que la réciprocité est effective et qui, si elle ne l'est pas, permet d'enclencher des procédures qui permettent de protéger notre base industrielle. Donc, merci beaucoup Bernard Cazeneuve d'être passé ce soir sur le plateau de Public Sénat. À l'étranger, le drame de Denver aux États-Unis avait fait pleurer Barack Obama. Le président américain
réfléchit aujourd'hui sur un meilleur contrôle des ventes d'armes. Presque un tabou qui tombe outre-Atlantique. C'est le tour de l'info. Il est signé ce soir par Charlie Dupieux. C'est sa première déclaration après la fusillade meurtrière d'Aurora. Barack Obama, accusé d'éviter le sujet du port des armes depuis son arrivée au pouvoir, a promis de s'attaquer au problème. Le président américain a rappelé son attachement au second amendement qui consacre le droit de porter des armes. Il se déclare en revanche favorable à un plus grand contrôle de leur vente. Mais je pense aussi que beaucoup de propriétaires d'armes seraient d'accord sur le fait que les fusils d'assaut sont à leur place dans les mains des soldats, pas des criminels. Pas d'interdiction totale donc, mais un contrôle plus strict. Le président ouvrirait ainsi la voie du compromis. Après la société Amesis en Libye, accusée d'avoir fourni du matériel à Kadhafi, c'est au tour d'une autre entreprise française, Cosmos, d'être dans le collimateur des organisations humanitaires. Deux d'entre elles annoncent porter plainte contre cette société qui fournirait du matériel de surveillance électronique au régime de Bachar al-Assad. La société n'a rien à se reprocher, réplique son avocat. Le parquet a 3 mois pour décider d'ouvrir ou non une enquête préliminaire. Le patriarche de l'église orthodoxe russe s'attendait certainement à un autre accueil à son arrivée à Kiev. Pour protester contre sa visite, une militante du mouvement féministe ukrainien Femen s'est jetée seins nus sur lui. Les mots « tuer Cyrille » du nom du chef religieux étaient écrits en lettres noires sur son dos. La jeune femme entendait dénoncer l'incarcération en Russie de 3 membres du groupe féminin Pussy Riot. Ces 3 jeunes femmes avaient au mois de février chanté une prière anti-Poutine dans la cathédrale de Moscou. Elles sont passibles de 7 ans de prison. Un rapport présenté au Sénat aujourd'hui prône une réforme du mode de financement des hôpitaux. Le système de tarification à l'activité adopté il y a 8 ans pousse les hôpitaux à pratiquer plus de soins que nécessaire, au détriment parfois du bien-être des patients. Nous pensons que ce système a donc des défauts et qu'il faudrait donc progressivement le remplacer par un système de remboursement des soins qui soit différent, en reprenant non plus la maladie comme principal objet, mais le malade comme essentiel objet. Le rapport propose également de suspendre le passage à la tarification à l'activité dans les hôpitaux ruraux où elle n'est pas encore appliquée. Manuel Valls l'a dit hier au Sénat, le ministre de l'Intérieur entend bien revenir sur les critères de nationalité définis par son prédécesseur Claude Guéant. En revanche, pas de rupture sur la nécessité, selon lui, de poursuivre le démantèlement de camps roms. Gina fait partie de ces 3000 Roms aujourd'hui présents en Seine-Saint-Denis. Son but, travailler, un objectif pas simple à atteindre pour une communauté au statut toujours très particulier en Europe. Jérôme Rabier est allé à la rencontre du Gina du côté d'Aubervilliers, en région parisienne. Arrivée de Roumanie il y a presque 10 ans, Gina a enfin un toit fixe. Pas encore un logement en dur, mais après des années passées chez des amis et des garages squattés, sa caravane apparaît comme un luxe. Voilà ma petite caravane, là c'est comme une petite canapé, voilà, une petite armoire, des choses comment je voulais arranger. Là c'est le lit, c'est une petite armoire, le chauffage, le télé, voilà. Cette caravane sur un terrain où vivent 180 personnes, c'est l'association ALJ qui lui a trouvé. C'est également cette structure qui l'a aidé dans ses démarches après plusieurs années de galère. Et j'ai travaillé pendant 3-4 ans en noir, en black. Et puis, parce que vous ne pouviez pas trouver du travail normal? Non, c'est pas facile. Même que j'avais des connaissances, c'était pas facile de trouver un employeur, de faire une promesse d'embauche. Car Roumains et Bulgares, bien que membres de l'Union européenne, font face à un régime transitoire qui leur interdit un grand nombre de métiers, malgré une forte volonté de s'insérer. On rencontre quand même une partie du public sur le terrain qui a envie de s'installer et de travailler, souvent sous les métiers en tension, les métiers pour lesquels on ne trouve pas de travailleurs en France, dans l'hôtellerie, le bâtiment, les métiers assez difficiles. Après un stage dans la structure ALJ où elle exerce comme femme de ménage, un métier ouvert à ces populations roumaines et bulgares, c'est encore le parcours du combattant pour obtenir une autorisation. J'ai vu mon employeur, ils m'ont fait une promesse d'embauche, on a fait tout le dossier complet, j'ai déposé à la préfecture. J'attendais pendant 6-7 mois. Le travail pour moi c'est très important parce que je voulais vraiment travailler
Et 6-7 mois, c'était trop dur pour moi. Fin août, Gina emménagera sur un nouveau terrain en Seine-Saint-Denis, en espérant un jour enfin intégrer un logement en dur. Voilà nos invités ce soir pour parler de ce dossier. Je vous présente Claude Capillon. Merci Monsieur le maire. Vous êtes maire UMP de Rosny-sous-Bois. Vous avez sur votre commune actuellement un camp de la population rome. En face de vous, Aline Archimbaud. Vous êtes sénatrice écologiste du département de Seine-Saint-Denis, un département qui a été évoqué d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, pas plus tard qu'hier, ici même au Sénat. Madame Archimbaud, on va voir l'exemple de Gina et de ces difficultés que rencontrent les populations roms pour travailler. Tout ça à cause de ces fameuses mesures transitoires. Ces difficultés vous inspirent quoi? De la colère, aujourd'hui de l'incompréhension? Ces difficultés, elles méritent qu'on trouve des solutions. Et je pense que l'un des leviers pour sortir ces populations de la précarité économique au départ, essentiellement, sachant que ce sont des citoyens roumains et bulgares, c'est de leur favoriser, me semble-t-il, c'est un levier, ça ne résoudra pas tout, l'accès au travail, l'accès à la formation pour les plus jeunes et l'accès à l'insertion. Alors aujourd'hui, ils peuvent faire des métiers très particuliers qui sont codifiés, des mesures qui courent, je crois, jusqu'à 2014 et sur lesquelles François Hollande est resté très prudent pendant sa campagne électorale. Non, pendant sa campagne électorale, François Hollande a indiqué qu'il y avait effectivement une difficulté, il s'est engagé à ce que le débat soit mené en conformité avec la résolution du Parlement européen. Il a indiqué très clairement qu'il y a une difficulté au fait que dans deux pays, la Roumanie et la Bulgarie, ont un traitement particulier. Les citoyens allemands, italiens, anglais, polonais ont les mêmes droits. Donc je pense qu'il est temps, et c'est le sens de la résolution que j'ai déposée, qui sera examinée par le Sénat au mois d'octobre, que simplement ils aient les mêmes droits que les autres concitoyens européens. Pas plus. Pas plus, mais pas moins. Et ce levier-là devrait permettre de commencer à changer leur situation, à les aider à sortir de cette marginalité, de cette précarité qui est absolument insupportable. Et puis on en reparlera dès le mois d'octobre, bien entendu. On va revenir sur les déclarations d'Emmanuel Valls, ici même au Sénat, qui font du bruit et qui entend poursuivre le démantèlement des camps roms dans certaines villes et départements, dont votre département de Seine-Saint-Denis. Le ministre de l'Intérieur s'est dit inquiet. Monsieur le maire, est-ce que vous partagez cette inquiétude du ministre de l'Intérieur ? Oui, tout à fait. Le maire est vraiment, en tant qu'élu de proximité et l'élu de terrain... Vous êtes en première ligne. On est en première ligne. Et j'aurais déjà rappelé que l'envahissement des terrains dans nos villes est déjà un problème de dignité humaine et un problème de sécurité par rapport à ces personnes. Alors à Rosny, par exemple, c'est un phénomène que vous connaissez depuis longtemps ou c'est un phénomène plutôt récent? C'est un phénomène qui a commencé il y a environ 2 ans par l'installation, d'ailleurs sur un site qui était dangereux, puisque c'était un site appartenant à la SNCF RFF. Oui, donc dangereux pour les populations roms, bien sûr. Dangereux pour les populations roms, fortement pollué, et donc pour les avoir visités longuement, et j'ai pu constater qu'effectivement ils vivaient dans des conditions épouvantables, et il y a justement une opposition à un moment donné qui provoque entre des personnes démunies, des personnes qui vivent dans des conditions terribles, et la population qui vit dans les villes. Alors c'est ce qu'a pointé Manuel Valls hier en parlant de confrontation possible entre les populations populaires des villes et les populations roms. Est-ce que vous avez constaté ce phénomène, vous? Oui, tout à fait. Il y a d'abord une méconnaissance du sujet. Il y a des mélanges qui sont faits avec des amalgames très rapides. Il faut savoir aussi qu'en Seine-Saint-Denis, nous sommes dans un département jeune, avec confronté à un taux de chômage important, avec un problème de logement. Et donc, à un moment donné, il y a une incompréhension de la population qui, du coup, a tendance à se regrouper sur elle-même. Est-ce que vous avez vous-même demandé des expulsions, des démantèlements de ces camps? Oui, donc là, on en est au 2e camp de Roms qui ont été expulsés. Alors, c'est sûr que le maire est conscient du problème. Lorsque je demande l'expulsion des Roms au niveau du préfet, je sais que je déplace le problème. Simplement, lorsque nous avons eu un camp en bordure d'autoroute,
je les ai vus, moi, mendier sur l'autoroute en pleine nuit avec des enfants. Donc il y a un problème de sécurité au niveau de cette population. Il y a un problème aussi de soins. J'ai eu des familles qui sont en termes de santé qui ont des problèmes graves. Et la particularité, c'est qu'il y a peu de ces personnes qui parlent français. Madame Archambault, que vous inspire le témoignage de Monsieur le maire de Rosny ? Mais je vois les difficultés et les troubles qui peuvent être provoqués dans les populations. Ce que je voudrais dire quand même à propos des déclarations de M. Valls, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que je partage. Il a dit hier que le débat concernant ces populations roumaines et bulgares devait être mené dans la sérénité. Oui. Je crois que c'est très important. Ça va changer d'un certain nombre de discours qu'on a entendus, qui étaient des discours de stigmatisation, de haine, très, très, très brutal. Oui, il faut que le débat soit mené dans la sérénité. Changement de méthode, donc. Changement de méthode, changement de démarche. Ensuite, il a dit le travail ne va pas tout régler. Je suis d'accord. L'accès au travail ne va pas tout régler, mais je pense que malgré tout, si on favorisait l'accès au travail et pour les plus jeunes de ces gens à la formation et pour les villes qui ont mis en place des mesures d'insertion, l'accès à l'emploi, je crois qu'on commencerait à enclencher une autre dynamique. Mais c'est vrai que le problème est à régler globalement et on voit bien monsieur le maire, comment un maire d'une commune se trouve démuni devant une situation. Il n'a pas seul les moyens de la régler et pourtant c'est lui qui est devant cette situation. Alors que je pense qu'il y a des solutions réellement. Vous savez, ces populations en France, elles représentent à peu près 15 000 personnes. Si vous enlevez les enfants, ne dites pas, on ne peut pas dire qu'en leur permettant d'avoir tout simplement accès à l'emploi comme les autres Européens, ils vont faire monter le chômage. Vous voyez, c'est des nombres assez petits. Ou déstabiliser le marché de l'emploi, oui. Mais vous allez leur donner une possibilité de s'intégrer. Et ces gens veulent s'intégrer, veulent travailler. Moi, je l'ai bien entendu dans toutes les auditions que nous avons faites au Sénat. Donc, ils veulent travailler. Le problème, pour les avoir côtoyés, c'est quand même, à l'instant T, c'est une population qui, si elle n'est pas formée, si on ne lui apprend pas la langue de notre pays, elle est inemployable. Et j'ajouterais quand même que c'est des familles qui sont pourchassées dans leur pays, qui sont chassés. Et je pense sincèrement qu'on fait le même constat sur la dignité humaine, sur la mise en danger de ces populations. Mais je pense que le traitement, à mon avis, doit être un traitement qui se situe au niveau européen. Et je pense que Bruxelles et la communauté européenne devraient s'emparer de ce dossier. C'est ce qu'a demandé également Manuel Valls. Oui, pour essayer de traiter le dossier avec la Bulgarie et la Roumanie. Il nous reste 30 secondes, madame. L'Union européenne doit s'emparer du dossier, mais la France aussi. Et je pense que s'il y a des possibilités, et d'ailleurs moi je vais demander à rencontrer et M. Valls, mais aussi la ministre de la lutte contre l'exclusion, Mme Carlotti, mais aussi la ministre du Logement, Mme Duflot, parce qu'il y a, que ce soit sur la question de logement, sur la question d'exclusion, de santé, globalement, il faut qu'on trouve des solutions et en effet, les maires ne peuvent pas être tout seuls face à cette situation. En tout cas, merci beaucoup de votre visite, vous deux élus du département de Seine-Saint-Denis. C'est la fin de cette édition, la dernière de cette saison. À suivre un document signé Sandra Serpiera. Elle revient sur les premiers pas de Nicole Bricq au gouvernement ou de l'art de passer de l'écologie au commerce extérieur. Toute l'équipe du 22h vous souhaite d'excellentes vacances. À la rentrée, Sonia Mabrouk retrouvera cette même place. Merci beaucoup de votre fidélité. Très bonne fin de soirée.